Donc bonjour, résumé du cours, le rayonnement solaire. Donc il y a 3 notions. La première, donc la fusion nucléaire. La deuxième notion, la température du Soleil. Comment connaître la température du Soleil? La première notion, donc, c'est connaître la chaleur fournie, comment calculer la chaleur fournie par le Soleil. Et l'ensoleillement terrestre, c'est-à-dire comment calculer la chaleur fournie sur la Terre, sur la surface de la Terre, cette chaleur étant apportée par le Soleil. Alors, on commence. Donc, la fusion nucléaire. Donc, l'objectif est de calculer la chaleur fournie par le Soleil par seconde. Par seconde, donc le Soleil fournit une certaine chaleur. Combien? Alors, on ne dit pas chaleur, on dit énergie. Et l'énergie, c'est des joules. Alors, ce qui donne la chaleur, c'est une réaction de fusion nucléaire. Donc, je donne un exemple. Donc fusion, ça veut dire que les atomes se collent, ils se regroupent. Donc voilà un exemple de fusion nucléaire. Donc j'ai 4 atomes d'hydrogène qui vont se coller, alors 4 noyaux d'atomes d'hydrogène qui vont se coller, 4 noyaux, et ça va donner un noyau d'hélium et deux particules qu'on appelle des positrons. Voilà. Donc des réactions de fusion, il y en a de toutes sortes, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Dans les centrales, dans les étoiles, il y a beaucoup de réactions de fusion. Ça, c'est un exemple. Je traite un exemple. Donc voilà. Alors, donc on va prendre cet exemple-là et on va calculer. Donc on va y aller progressivement. Donc cette réaction fournit de la chaleur, un tout petit peu de chaleur, puisque c'est 4 atomes, 4 noyaux qui fusionnent. Donc ça donne un tout petit peu de chaleur. Donc on va déjà calculer l'énergie. Alors voilà, chaleur et énergie, c'est synonyme. On va calculer l'énergie fournie par cette réaction. Et ensuite, eh bien, on va en déduire la chaleur fournie par le Soleil en entier. Donc, d'où vient la chaleur dans les réactions de fusion? Alors, c'est une histoire de masse. Donc, on a besoin de données, on a besoin de la masse d'un atome, de l'atome d'hydrogène, la masse de l'atome d'hélium et la masse des positrons qui sont ici. Alors, quand on a une réaction de fusion, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe, c'est qu'il y a une perte de masse. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a une toute petite perte de masse. La masse introduite et la masse finale sont presque pareilles, sauf que la masse finale, elle est un petit peu moins élevée. Donc, on va le faire pour que ce soit concret. Donc, on va calculer la masse initiale et on va retrancher la masse finale. Alors, on appelle ça la masse perdue, ça. On appelle ça le défaut de masse. Alors, ça se note petit m ou delta m. Alors, c'est-à-dire c'est la masse avant moins la masse après. D'accord, voilà. Donc ça, il faut connaître. Donc en fait, tout ce qui est là, il faut connaître. Voilà l'idée, le principe. Alors attendez, je peux souligner en rouge, peut-être. Voilà, donc ça, à connaître. Voilà. Alors, donc on a 4 fois la masse d'un noyau d'hydrogène. Voilà, donc 4 fois ça. Moins, alors ouvrez la parenthèse, donc ce qui se forme après, donc ce qui se forme, c'est le noyau d'hélium et les positrons, donc la masse du noyau d'hélium qui est là, et puis 2 fois la masse d'un positron. Voilà, fermez la parenthèse. Ne pas oublier de mettre les parenthèses ici, où on met moins ici et moins ici. On prend la calculatrice, on calcule. On trouve ça. Donc voilà, donc vous voyez, il y a une fraction de la masse qui est perdue. Voilà, 10 puissance 27, 10 puissance 27, mais voyez, cette fraction de masse, elle est petite par rapport à la masse initiale. Voilà, cette masse perdue. Bon, alors maintenant, à partir de cette masse, alors c'est un peu étonnant, mais cette masse perdue, en fait, se transforme en chaleur. Cette masse perdue se transforme en énergie. Alors, il nous faut un lien entre la masse perdue et l'énergie. C'est la relation d'Einstein. Il a relation qu'il a trouvée au début du XXe siècle, E égale mc2, où E égale delta mc2, c étant la vitesse de la lumière dans le vide, et voilà sa valeur. Donc ça, c'est pas à savoir, on vous le donnera. 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc il faut faire, le calcul qu'il faut faire, bon, c'est cette grandeur-là fois cette grandeur-là au carré, que j'ai faite ici. Voilà, E égale mc2. Voilà, donc on calcule, on fait attention avec la calculatrice, le carré, là, ici, d'accord. Et donc on trouve ça. Donc ça, c'est l'énergie fournie par cette réaction-là. Quand 4 noyaux d'hydrogène fusionnent, ça donne cette énergie-là. Donc c'est pas une grosse chaleur, puisque vous voyez, c'est 10 puissance moins 11. Alors maintenant, on va chercher l'énergie ou la chaleur fournie par le Soleil en 1 seconde, par seconde. Donc il nous faut bien sûr une donnée. Donc voilà la donnée.
Le Soleil, on sait qu'il consomme un certain nombre de noyaux d'hydrogène par seconde, hein, d'atomes d'hydrogène par seconde, pour faire simple, qui fusionnent. Hein, alors la donnée là. Hein. Donc voilà la masse. Hein. Donc on fait ça en 2 étapes. On va d'abord chercher le nombre de noyaux d'hydrogène qui fusionnent en 1 seconde. Et une fois qu'on aura trouvé le nombre de noyaux, eh bien on fera un produit en croix avec ça pour trouver la chaleur fournie par le Soleil en 1 seconde. Alors, donc, cette masse-là correspond à un certain nombre d'atomes d'hydrogène qui fusionnent. Je l'ai écrit ici. Hein, cette masse-là correspond à X atomes d'hydrogène qui fusionnent. Et nous, ce qu'on connaît, c'est la masse d'un atome d'hydrogène. Donc, on l'écrit ici. Hein. Un atome d'hydrogène, ça pèse ça. Et nous, donc, on cherche X, l'inconnu. Donc, on fait un produit en croix, hein, ça fois ça divisé par ça, et on trouve notre nombre d'atomes d'hydrogène qui est très élevé, en 1 seconde. Donc ensuite, pour trouver la chaleur fournie par le Soleil en 1 seconde, eh bien, il suffit de faire un produit en croix. Hein, il suffit d'utiliser cette donnée. Ça, c'est la chaleur fournie par cette réaction-là, c'est la chaleur fournie par 4 atomes d'hydrogène. Hein, et nous, on cherche la chaleur fournie pour tous ces atomes-là. Donc, on note ça comme ça. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Déterminer l'énergie fournie par le Soleil en 1 seconde. Donc, j'utilise cette réaction-là. Donc, je sais que 4 atomes d'hydrogène fournissent cette chaleur-là, que j'ai écrit ici. Je sais que j'ai trouvé juste avant le nombre d'atomes d'hydrogène qui fusionnaient par seconde, c'est celui-là, et donc ça fait une chaleur de temps, X. Donc X égale ça fois ça divisé par ça. Et voilà, donc on a trouvé la chaleur fournie par le Soleil en 1 seconde. Voilà, ça c'était le premier point. Alors, deuxième point, comment déterminer la température d'une surface, alors du Soleil ou d'une étoile quelconque, hein, c'est la même démarche. Comment on fait? Comment les scientifiques font? Alors, ils utilisent une loi qui s'appelle la loi de Wien. D'accord? Donc, alors, je vais expliquer un petit peu cette loi. Donc, on a une étoile. Hein, cette étoile émet des rayons lumineux partout. On utilise un télescope, on dirige un télescope vers cette étoile. Les rayons de l'étoile rentrent dans le télescope. Et à la sortie du télescope, on met un prisme. Hein, bon, c'est le principe. Hein, on met un prisme. Ce prisme décompose la lumière de l'étoile parce que un rayon lumineux blanc, en fait, ça n'existe pas. Un rayon lumineux blanc, c'est une superposition de rayons lumineux colorés violet, vert, les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. On appelle ça des radiations. Donc, le prisme permet de séparer les radiations lumineuses de la lumière de l'étoile. On met un écran et on observe un spectre. Hein. Donc, radiation bleue, radiation verte, radiation rouge, hein, pour simplifier. Voilà. Donc voilà, on observe un spectre. Alors après, on peut obtenir un spectre un petit peu plus sophistiqué si on met des photodiodes ici. Hein, chaque photodiode va recevoir une radiation et une photodiode, quand elle reçoit une radiation, elle a une certaine tension, hein, un certain courant, si vous voulez. Et plus elle reçoit de radiation, plus son courant est élevé. Et donc, du coup, avec un ordinateur, on peut obtenir une courbe. Hein, donc, l'intensité, hein, c'est-à-dire le nombre de rayons lumineux reçus par chaque photodiode en fonction du type de radiation. Et voilà le genre de courbe qu'on obtient. Alors voilà, j'ai pris cet exemple-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette courbe? Ça veut dire que l'étoile, elle émet des radiations bleues, elle émet des radiations vertes, elle émet des radiations rouges, mais l'étoile émet beaucoup plus de radiations rouges que de radiations bleues. Voilà. Et l'étoile émet aussi des radiations infrarouges et ultraviolettes. Voilà. Donc, les scientifiques ont besoin de cette courbe pour déterminer la température d'une étoile. Voilà. Donc ça, c'est une donnée, on va supposer. On a une relation qui permet de trouver la température de l'étoile avec l'aide de cette courbe. La relation, la voici. Hein. Donc, la température de l'étoile, c'est 2,9 10 puissance moins 3, c'est une constante, divisée par lambda max. Alors, qu'est-ce que ce lambda max? Eh bien, le lambda max, c'est tout simplement la longueur d'onde du maxima de la courbe. Alors, les radiations bleues, vertes, rouges sont caractérisées par une grandeur qu'on appelle longueur d'onde. Hein. Ce sont des grandeurs en mètres, hein, dont l'unité est le mètre ou des submultiples du mètre. Donc il faut savoir que le violet, c'est 400 nanomètres et le rouge, c'est 800 nanomètres.
Alors j'ai refait la courbe bien, là, un peu plus propre, ici, hein, cette courbe-là, je l'ai refait un peu plus propre. Alors on va déterminer la température de l'étoile si on a cette courbe-là. Donc lambda max, on a dit, c'est l'abscisse du maxima, hein, lambda max, ici. Donc je relève le lambda max, alors 300, 500, 700, 900. Donc 700, là c'est j'ai 800, donc en gros j'ai 760. Donc ici, il faut que je mette 760. Mais attention, c'est en mètres. Hein. Donc ça, on vous le donne. Alors ça et ça, on vous le donnera. C'est pas savoir. Hein. Je l'ai pas encadré, on vous le donnera. Donc il faut savoir qu'un nanomètre, on vous donnera qu'un nanomètre est égal à 10-9 mètres. Donc du coup, il suffit de mettre ici 760, 10 puissance moins 9, c'est ce que j'ai mis ici. Donc la température de l'étoile est donnée par ce calcul, 2,910-3 divisé par 770-9. On prend la calculatrice et on trouve cette température-là. Et la température n'est pas en degrés Celsius, mais en Kelvin. D'accord ? Voilà. Alors, petite remarque, les étoiles ont une certaine couleur. Alors, depuis la surface de la Terre, elles paraissent toutes avoir la même couleur parce que l'atmosphère, en fait, fait qu'on observe la même couleur, mais si on sort de l'atmosphère terrestre, hein, dans l'espace, eh bien les étoiles ont des couleurs. On a des étoiles qui sont bien sûr blanches, mais d'autres jaunes, donc un peu rosées, d'autres plus rouges, donc blanc bleuté, etc., etc. D'accord ? Alors on peut, en ayant ce spectre-là, on peut déterminer un petit peu la couleur de l'étoile. Alors quelle est la couleur de l'étoile ? Eh bien, cette étoile émet des radiations bleues, elle émet des radiations vertes et émet des radiations rouges. Donc ça fait de la lumière blanche. D'accord ? Mais cependant, elle émet plus de radiations rouges. Donc on va avoir les radiations rouges qui vont être prédominantes. Donc du coup, on va avoir un blanc, mais teinté de rouge. Hein, ça va être un peu rose, si vous voulez, ou voilà, une rosée. Hein, voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit hein, ici. Donc la couleur de l'étoile. Donc elle est constituée, c'est la lumière blanche, hein, puisque l'étoile émet des radiations bleues, vertes et rouges. Donc c'est la lumière blanche, hein, c'est ce que j'ai écrit. Radiation bleue, verte et rouge. Mais il y a davantage de radiation rouge. Donc l'étoile est donc de couleur blanche, on va dire, hein, blanche teintée de rouge, hein, on va dire rosé. Voilà. Alors bien sûr, cette relation-là, il faut la connaître aussi. On peut vous demander de trouver le lambda max connaissant la température de l'étoile. Voilà. Donc lambda max connaissant la température de l'étoile, il faut faire ce calcul. Enfin, dernière notion, l'ensoleillement terrestre. Alors, j'explique un petit peu ce que c'est que l'ensoleillement terrestre. Donc le Soleil apporte à la Terre une puissance calorifique constante, une chaleur, on va dire, hein, apporte à la Terre une puissance, grâce à ses rayons, apporte de la chaleur d'une façon constante à la Terre. Hein. Cette puissance est apportée par les rayons du Soleil. On note P, cette puissance, ou P Soleil. Les rayons frappent la surface de la Terre et selon l'inclinaison des rayons par rapport à la surface de la Terre sera plus ou moins chauffée. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'ensoleillement terrestre, c'est le chauffage de la surface de la Terre selon l'inclinaison des rayons du Soleil hein, par rapport à cette surface. Donc le chauffage, entre guillemets, de la surface de la Terre s'appelle puissance surfacique. Cette grandeur est notée PS, hein, puissance surfacique. Donc il existe une formule entre la puissance surfacique et la puissance, hein, P, la puissance du Soleil, la voici. Hein. Donc la puissance surfacique, c'est la puissance divisée par la surface. Donc c'est cohérent avec les unités. Hein. La puissance, c'est des watts. La surface, c'est des mètres carrés. Donc ce quotient, ça fait, la grandeur correspondante, c'est des watts par mètre carré. C'est bien ce qu'on voit ici. Voilà, alors il faut connaître cette formule un petit peu dans tous les sens. Hein. PS égale P sur S, où P est égal à PS fois S. Hein. Donc P Soleil, c'est PS fois S. Hein. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, une petite remarque sur cette formule. Eh bien, plus la surface chauffée est grande, hein, plus la puissance du Soleil étant constante, hein, plus la puissance surfacique va être petite. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai mis ici en remarque. La puissance du Soleil est constante. Si S est grand, alors PS est petit. Alors maintenant, on va comparer l'ensoleillement terrestre selon l'inclinaison des rayons. Alors,
Voilà, donc j'ai dessiné un faisceau de rayons lumineux qui vient du Soleil. Hein, donc ici, j'ai plein de rayons lumineux dans ce tuyau, on va dire. Hein, il y a plein de rayons lumineux du Soleil qui frappent la surface de la Terre, on va dire, qui est perpendiculaire, comme ceci. Et donc, on a une surface S1 comme ceci. Je prends le même faisceau lumineux. Donc là et là, il y a le même nombre de rayons lumineux, mais cette fois-ci, la surface de la Terre est inclinée, plus inclinée. Donc j'ai une surface S2 plus grande. Donc, d'après ce qu'on vient de dire ici, comme S2 est plus grand que S1, eh bien, la puissance surfacique ici va être plus petite que là. Ce que j'ai dit ici, ça varie en sens inverse. Donc, du coup, la température ici, la température à ce niveau-là, sur le sol et puis sur l'air, va être plus petite là que là. Enfin, ce qu'il faut savoir, eh bien, ce sont les paramètres qui font qu'il y a une inclinaison entre la surface et les rayons du soleil. Alors, l'inclinaison des rayons du soleil par rapport à la surface de la Terre dépend de 3 paramètres. L'heure, la saison et la latitude. Et il faut savoir faire les schémas. Donc ça, voilà, ça je mets comme ça, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Il faut savoir faire les schémas correspondants. Alors pour l'heure, eh bien, quand à 12 heures, les rayons arrivent plus verticalement qu'à 18 heures. Alors, dans les schémas, il faut faire attention, il faut que la largeur des faisceaux est la même. C'est-à-dire que l'épaisseur ici et l'épaisseur, cette épaisseur-là et cette épaisseur-là, ça soit les mêmes, d'accord? Même épaisseur. Donc, on voit bien que S1 est plus petit et ici, S2 est plus grand. Donc là, il fera moins chaud, l'air sera moins chaud ici, la surface, le sol sera moins chaud ici que là. Alors, pour la saison, eh bien, il faut prendre été-hiver, mais attention, il faut prendre le soleil à la même heure, si en quelque sorte. Donc, il faut prendre le soleil quand il est au zénith, par exemple. Donc, l'été, le soleil, il est très haut dans le ciel, au zénith, et l'hiver, au zénith, le soleil est bas dans le ciel. Alors, vous voyez, ça se ressemble, mais c'est pas les mêmes paramètres. Là, c'est l'été-hiver. Donc, le soleil est en bas dans le ciel, on a une grande surface S2, donc il fera moins chaud. Et enfin, le dernier paramètre, la latitude, donc on dessine la Terre. On prend l'équateur et puis une latitude haute, une haute latitude, bien au nord. L'épaisseur des rayons est la même. On voit bien que S2 est plus grand que S1. Donc, l'air chauffé ici sera plus faible que l'air ici. Voilà pour le résumé de ce cours.